Donc aujourd'hui, effectivement, on parle de paix. On reçoit Muriel Pateguet-Duhem, qui est animatrice de groupe d'empathie, mais pas que. Également, hein, tu travailles, alors je vais te laisser te présenter, mais tu travailles effectivement sur beaucoup de sujets. Tu es également secouriste en premier secours, si je me trompe pas, donc de santé mentale. Désolée, c'est peut-être pas le bon terme. Et également, tu travailles pour aider les personnes à comment dire, exprimer leurs émotions et à être sur des communications plus apaisées, si j'ai bien tout retenu. Je pense que tu as à peu près tout dit, effectivement. J'anime autant des formations avec les professionnels de l'enfance, aussi des ateliers avec l'approche Faber et Maslich avec les parents, donc pour une parentalité positive avec la pose d'un cadre, dans toute la bienveillance aussi qui soit. Et puis, effectivement, mon leitmotiv, c'est trouver la paix en soi et la diffuser. Voilà, donc il y a accompagnement individuel, et radio, et aussi premier secours en santé mentale. Ok. Voilà. Nous, on voulait savoir déjà un truc, et je pense que les gens qui nous regardent, ça les intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à ça? Eh bien, clairement, quand je suis devenue maman, donc il y a longtemps maintenant, parce que ma fille va avoir, enfin, 19 ans passés. Et donc, quand je suis devenue maman, j'ai découvert une facette de moi qui était pas forcément idéale, dans le sens où je pouvais m'énerver quand même parfois beaucoup. Et un peu mode dragon. Je sais pas si vous connaissez ce mode. Mhm. Et tout va bien, et à un moment donné, fouf, on crache du feu. Et donc, je suis rentrée dans tout ça via justement les ateliers de parentalité, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc, ma fille avait déjà 5 ans. Avant, j'avais lu des bouquins, j'avais cherché, j'enregistrais plein de choses, hein, les accords Toltec, ça me parlait. Enfin, tout ça me parlait, mais c'est vraiment en rentrant dedans et en vivant des ateliers avec d'autres parents qui avaient aussi des difficultés et qui, pour le coup, n'étaient pas vraiment en paix au quotidien, que ce chemin a commencé. Donc, voilà, 2011 pour moi. Ok. 2011. Ah oui, c'est pas récent en plus. Ça fait un sacré paquet d'années où tu t'es lancé dedans. Effectivement, quand on est dans la situation où on est à bout, on est fatigué, on est en mode où on n'en peut plus, il y a forcément un moment où on se retrouve face à une situation qui nous met en tension, qui est intense. Et comme elle est justement particulièrement intense, du coup, des fois, on pète un peu son câble. Qu'est-ce que tu recommandes du coup pour justement faire face à ce moment de tension qui est très intense pour peut-être pour éviter les débordements ou pour un petit peu je sais pas gérer la situation en fait. Alors, il y aurait tout le travail en amont. Là, ta question me demande au moment où on sent qu'on déborde. Mhm. Il est déjà, enfin, il n'est pas trop tard, mais parce qu'il n'est jamais trop tard. En tout cas, justement, au moment où ça déborde, l'idée c'est de s'éloigner. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une solution qui est plutôt efficace. C'est que si je veux pas dire des choses que je vais regretter, si je veux pas être plus violente que je ne le souhaite, en fait, quand je sens que je suis passée hors de moi, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, c'est-à-dire Mhm. que c'est comme si c'était une autre personne que moi, je prends mes distances et je dis, voilà, on reprendra après. Et puis effectivement, on va faire redescendre. Après, tout le travail, évidemment, il va plus se faire en amont pour ne plus avoir ces émotions très, 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 très fortes qui Mhm. viennent rendre la relation compliquée et difficile. Mhm. C'est quoi le travail que tu dis qu'il faut faire en amont du coup? Eh bien, c'est justement hors crise. Je ne sais pas si vous avez, enfin si, j'imagine que vous avez déjà pris l'avion. Et quand on prend l'avion, on nous apprend les consignes de sécurité, pas au moment du crash. Ce serait trop tard. On nous apprend avant, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer, dans ce cas-là, que faire. Et donc, pour être en paix et éviter justement ces grandes, grandes fluctuations d'émotions et des réactions qui ne sont pas adéquates, Mhm. c'est tout un travail quand tout va bien finalement, de prise de recul des situations et puis de aller comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas si tu parlais plus dans l'idée de la parentalité ou dans toutes nos relations. J'ai envie de dire toutes nos relations. Moi, je suis intéressée par tout type de relations. Moi, je suis pas maman d'enfant, je suis maman chat. Et moi aussi, j'ai des moments où des fois, je suis obligée de péter un câble. Donc, du coup, il faut bien que je me régule aussi de la même manière. Donc, je pense que c'est quelque chose en plus quand on l'apprend pour tout type de situation. Ça peut s'appliquer aussi pour situations professionnelles ou pour situations où on aurait des besoins de réagir face à une situation qui nous dérange en fait. Clairement. Alors, c'est vrai que
comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis rentrée via la parentalité et c'est d'ailleurs le sujet adulte-enfant reste mon sujet de prédilection aujourd'hui et celui que je partage le plus. Mhm. Et en effet, comme tu le dis, tout ce que j'ai appris là et tout ce que j'ai appris ensuite en rencontrant la communication non violente, CNV en 2014 me sert dans toutes les relations enfants, conjoints, collègues, voisins, Mhm. assureurs. Et puis finalement aussi pour en tant que spectatrice du monde dans lequel on vit, je dis spectatrice sur toute la partie où je n'ai pas la main. Donc je vais déjà parler peut-être de ça pour moi qui est assez primordial, c'est de prendre conscience là où j'ai du pouvoir et là où je n'en ai pas. Mhm. Alors on parle, oui, il faut lâcher prise et tout ça. Alors, dans le mental, de comprendre ça, c'est facile. De le vivre, c'est toute une autre histoire. Disons que justement le principe de s'accrocher ou d'essayer de reprendre du contrôle face à une situation, en fait, c'est parce que justement on se sent impuissant ou que justement on n'a pas envie de ressentir ce sentiment d'impuissance. Donc souvent il y a une réaction qui se fait qui est celle de justement de s'accrocher à la situation. Alors que la plupart du temps, justement, c'est de se dire, OK, mais si je lâche prise, qu'est-ce qui se passe réellement? Et de réfléchir à cette notion de lâcher prise. J'aime beaucoup cette notion-là, c'est très intéressant. Mais c'est surtout que en vrai, si on réfléchit bien, sur tout ce qui est et ce qui a déjà eu lieu, j'ai pas de pouvoir. Mm. Alors, ça, je le tire un peu de la compréhension bouddhiste du monde, Mhm. euh, sur si je lâche l'idée que ça devrait être autrement, déjà, c'est un gros travail, mais si je lâche cette idée et que je réussis à lâcher l'idée que ça devrait être autrement, je m'enlève une perturbation mentale XXL qui va m'empêcher finalement d'agir là où j'ai le contrôle et là où j'ai le pouvoir d'agir pour réparer, pour faire évoluer les choses, pour aller dans le sens de ce que j'ai envie de vivre, dans ce qui est important pour moi, pour mes valeurs. Mhm. Et c'est vraiment cette idée-là, en tout cas personnellement, moi, qui m'a libérée d'énormément d'émotions désagréables. Dans un premier temps, donc voilà, ça fait 14 ans que j'ai commencé ce chemin de pacification interne et diffusion. Au début, en plus en tant que à l'époque en tout cas, hyper sensible, hyper réactive, hyper tout ça, je vivais les émotions beaucoup et très fortes, autant les agréables que les désagréables. Mhm. Et puis avec le temps, et je vois bien depuis encore même quelques mois où j'ai encore pas mal avancé parce que voilà, j'ai découvert en particulier le bouddhisme qui m'aide beaucoup. Et en fait aujourd'hui, mes émotions sont moins fortes et, et en tout cas, les désagréables, il n'y en a presque plus, quoi. Ou s'il y en a, elles ne durent pas. Parce que justement, j'ai cette conscience que, ok, ça l'est. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je pense plus à l'avenir finalement, en tout cas à ce que je vais faire de ça maintenant pour l'avenir, en tant que berceau de demain, aujourd'hui berceau de demain, plutôt que hier où je ne peux plus rien faire en fait. Ça vous parle? Ah, totalement. Complètement. Totalement. Je pense que Maud et moi, en plus, on est très adeptes du shadow work. Donc, c'est vraiment le fait de être dans des émotions qui sont négatives. C'est aussi apprendre beaucoup de choses sur soi-même. Mais c'est quelque chose qui doit jamais durer, en fait. Il y a vraiment cette notion de retrouver la paix ou retrouver, en fait, une homéostasie, un moment d'équilibre, en fait, réellement en soi. C'est important. Mais effectivement, lâcher prise sur le contrôle de ces émotions négatives, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire se Mais laisser être en colère, se laisser être. Je fais une minuscule parenthèse. Dernièrement, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a fait, bah dis donc, pour un coach, vous vous mettez quand même en colère. Et j'étais là genre, waouh, comme si en fait être un coach, ça demandait d'être tout le temps neutre, en fait, d'avoir aucune émotion, d'être comme si moi-même en plus je devais prêcher le fait qu'il fallait avoir aucune émotion. Alors que je pense que justement avoir la paix, ça veut dire être en paix avec ses émotions, c'est-à-dire être en paix avec le fait que si elles nous traversent, elles ne font que nous traverser, nous ne sommes pas nos émotions, et que justement elles ont cette portée de nous informer et de nous donner en fait une dimension en fait face à une situation. Par exemple, la colère, c'est quand même une émotion qui est un superbe indicateur de bah là je me sens en perte énergétique en fait, je me sens faire baisser mon niveau énergétique. Il y a quelque chose qui tout d'un coup me met dans une situation où je me sens mal.
Et si on cherche pas l'information de pourquoi on se sent mal à ce moment-là, ou on cherche pas réellement l'information, ben on va réagir de façon automatique de tiens, je suis en colère, donc je vais commencer à le faire. Et la colère, c'est une émotion bouchon de champagne. Elle a pour but de faire remonter son énergie rapidement. Sauf que comme un bouchon de champagne, pour garder une métaphore, il ne faut pas diriger la bouteille en direction de quelqu'un parce qu'effectivement, ça va laisser et des traces et ça va peut-être avoir des conséquences pour les autres. Donc justement, c'est une émotion qui a pour but de nous aider à remonter dans une situation où on se sent pas bien. Mais du coup, elle nous donne une indication, cette colère. Elle nous dit, voilà, je suis en mode où je suis en train d'explorer quelque chose. Cette personne ou cette chose me fait me sentir mal, honteuse, en colère. Elle me fait me sentir rabaissée, elle me fait me sentir inutile, impuissant. Enfin, tous les sentiments qu'on peut ressentir peut-être face à cette colère. Et du coup, elle nous donne une super indication. Et parce qu'on a cette indication et qu'on lâche prise sur la colère, et qu'on va chercher sur la source de la colère, dans ces cas-là, on finit en fait par retrouver la paix, je pense, un certain calme sur le sujet. Donc oui, ça me parle forcément beaucoup. Marina qui nous fait un commentaire en disant oui que ça ne laisse pas de traces. Oui, je suis 100% d'accord aussi. Ouais. Complètement d'accord avec vous parce que pour avoir vécu dans le passé, grâce à Martine qui me coach et qui m'a coaché depuis des années, qui me coach depuis des années, c'est vrai que c'est justement cette notion d'apprendre à accepter la colère. Parce que j'ai eu un apprentissage familial notamment, comment dire, qui était d'une forme d'harmonie qu'on devait conserver dans la famille élargie, mais sans challenger en fait les dysfonctionnements. Encore une fois, c'était lié à voilà à l'organisation familiale, il n'y a pas de jugement, mais du coup pour dire que moi, ce qui m'en était resté, c'était il faut absolument préserver l'harmonie à tout prix, quitte à s'oublier. Et cette colère, du coup, moi, elle me faisait très très peur au début quand j'ai commencé à le coacher avec Martine, parce que j'étais justement la good girl. Je suis tellement gentille. C'était le rôle qu'on m'avait attribué dans cette famille, et du coup, le rôle de victime, et je me définissais comme ça, en fait. Donc, du coup, grâce au coaching pendant des années avec Martine, j'ai déconstruit ça. Et aujourd'hui, je m'appelle Astro Beach parce que justement, c'est ça, c'est cette notion de, voilà, encore une fois, dans cette logique de non-violence, arriver quand même à aller voir ses shadows. Et aujourd'hui, arriver aussi à contacter les parties de soi qui fait qu'on n'est pas en paix. Parce qu'effectivement, il y a la famille, mais il y a soi-même. Et par exemple, aujourd'hui, voilà, moment alors, sans oublier que nous sommes des êtres émotionnels. Tout à fait, Marina. Effectivement, hein, on vit par les émotions. Et je partage quelque chose ici, vous me direz si ça vous parle, mais du coup, alors toi qui es cancer, Muriel, et qui a pas mal de placements en cancer, je pense que ça te parlera. Mais il y a aussi cette notion de peur. En fait, je me suis rendu compte que y a cette partie de moi qui était tellement gentille et qui a l'impression de s'oublier pour les autres, en fait, elle s'oublie pas pour les autres, mais elle s'abandonne parce qu'elle a tellement peur de la suite du chemin. Donc parfois, on pourrait être dans une forme de guerre avec l'autre, mais regardez tout ce qui m'a fait vivre, et puis du coup, ce fonctionnement fait que je suis restée dans cette position de victime, blablabla, ouin ouin ouin. Mais au final, quand on contacte, quand on se recentre et qu'on se regarde en face, bah non, en fait, j'ai tellement peur de plein de choses que j'ai utilisé l'autre et la guerre avec l'autre pour masquer mes propres shadows et ce à quoi je dois faire face pour avancer et évoluer dans ma propre vie. Voilà, moi, mon constat aussi, c'est que parfois, effectivement, c'est regarder en soi ce qui fait qu'on va privilégier la guerre avec l'autre plutôt que chercher une vraie paix. Donc voilà, ces deux sujets de la fausse harmonie et de parfois chercher l'autre comme un ennemi plutôt que de regarder en fait ses propres ennemis intérieurs. Vachement intéressant, hein, vachement intéressant. Et du coup, Muriel, t'en penses quoi un petit peu de nos expériences sur le sujet? Eh bien, alors, je confirme énormément qu'il est important d'accueillir ces émotions et surtout, et même enfin, les désagréables, elles sont là pour quelque chose, elles viennent nous donner un message. Alors, ce que la CNV, entre autres, nous apprend, c'est que derrière chaque émotion désagréable, il y a un besoin qui n'est pas nourri, un besoin qui est un besoin universel. Hein, on a tous les mêmes besoins. C'est pas j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose, hein, c'est j'ai besoin de grosse nuance. 100%. Et donc, vraiment cette idée que chaque émotion, l'agréable, elle confirme qu'on est en train de vivre quelque chose qui est important pour nous. Donc, ça nous donne aussi un petit peu le mode d'emploi de quelles sont nos valeurs et nos besoins importants. La preuve, ça me met en joie quand je fais telle ou telle action, donc ça nourrit quelque chose. C'est d'ailleurs souvent quand ces mêmes besoins ne sont pas nourris que je vis une émotion désagréable. Et puis, plus je vais prendre ce temps de recul pour comprendre l'origine de mon émotion désagréable, et plus je vais comprendre comment je fonctionne, et plus je vais pouvoir apprendre aussi à dire, et dans les relations qui comptent pour moi, de dire, en fait, là, ce qui est touché, c'est ça.
c'est pas toi, tes mots et tout ça, mais en fait, voilà, moi, ça résonne là-dedans, ça se fait que je suis pas bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble pour que et toi et moi, on vive bien le moment, quoi. Mhm. Et voilà. C'est souvent un truc en plus qu'on oublie de rappeler, c'est qu'un conflit réussi, c'est pas un conflit où on a gagné, c'est un conflit où tout le monde a gagné. Bien Mm. sûr. L'idée, c'est pas, j'aime bien cette image de gagnant-perdant ou gagnant-perdant. Et en fait, ça veut dire que si on vit comme ça, on est en mode bataille tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est de faire gagnant-gagnant. Et en général, on va beaucoup plus haut quand on est tous les deux gagnants. Et ce qui est, enfin, en tout cas, ce que je constate moi dans mon chemin, c'est que plus j'ai accepté de vivre les émotions, plus je suis allée voir ce qu'elles voulaient dire derrière, plus j'ai compris ce dont j'avais besoin pour me sentir heureuse finalement, Mhm. plus j'ai pris donc là, il y a un module qui s'appelle la colère au service de la relation, donc c'est pas pour rien. Euh, plus j'ai appris à savoir dire des vrais oui, des vrais non aussi, tout en entretenant des relations paisibles en fait avec les gens qui étaient importants pour moi. Et in fine, moi je vis d'émotions désagréables. Et Et de l'idée, moins t'es confronté en fait à l'idée de devoir les vivre ou de les laisser prendre le contrôle parce que finalement en fait t'es dans ton authenticité en fait, tu te sens aligné en fait avec ce que tu dis quand tu dis oui ou quand tu dis non. exactement. Et du coup, je limite le désagréable, mais l'objectif n'était pas d'empêcher le désagréable de venir. Pour moi, c'est un constat, Mhm. finalement, a posteriori, de me dire, mais en fait, j'ai tellement laissé la place au désagréable, bah, qu'il a aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de raisons qui viennent. Ou quand il y a un inconfort, comme il est accueilli tout de suite, bah, il repart aussi vite qu'il est venu, en fait. Mhm. C'est Mm. intéressant. Moi, Tellement. j'aimerais revenir sur un truc. Maud, peut-être que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, non, juste que je trouve ça très intéressant. Je me pose juste la question, mais je sais pas si ça va interférer avec la tienne, Martine, dis-moi. En fait, la question de comment ça se passe pour tes clients ou tes clientes, quand du coup il n'y a pas possibilité de réparer avec l'autre en face. Comment est-ce que tu aides les gens à apaiser leurs J'ai émotions? pas Quand il n'y a pas de possibilité de réparation avec la personne qui les font souffrir, comment est-ce que ces personnes arrivent à s'apaiser? Quelles sont les clés pour elles? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. Je vais te dire ce que j'ai compris. Tu me dis si c'est ça. Ok? Euh, Quelqu'un qui a une problématique avec une seconde personne et que Mhm. c'est pas avec cette personne-là, genre qu'il y aurait un pardon ou quand tu parles de réparation, qu'est-ce que tu entends par là? Tu parlais justement de réparation de relations, les conflits, comme vous le disiez toutes les deux, gagnant-gagnant, justement, en fait que quand on a un conflit, on apprend justement à réparer avec la personne, à exprimer ses besoins avec des méthodes de communication non violentes, mais parfois la personne, enfin, avec qui on a une problématique qui nous crée des émotions négatives ou qui entraîne justement une problématique, parfois elle n'est pas dans cette logique de vouloir réparer, Dans ou elle cette n'est pas dans intention. cette... Pardon, je sais pas dans... Ou dans cette intention, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas forcément l'intention de résoudre. Quand on est face à une situation, on est complètement impuissant par rapport à l'autre. Qu'est-ce que tu proposes dans cette solution-là? C'est ça, moi, c'est ce que je comprends de ta question. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en ça. soi-même, tu viens avec l'intention de résoudre, sauf qu'effectivement, une résolution, ça se fait à deux, mais il faut bien qu'il y ait une partie de résolution que tu fasses qui soit interne. Il faut bien que toi-même, tu arrives à te réconcilier avec quelque chose et avancer dans la vie. C'est Si tu es ça. face à quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas résoudre, qui ne veut pas avancer, c'est ça ta question, Maud. Exactement, c'est ça. Merci Martine, c'est ça. C'est en ça que, avant d'aller dans le lien avec l'autre, il y a tout ce travail d'auto-empathie Mhm. et de compréhension. Et finalement, alors, comment te dire? De mon point de vue, c'est hyper personnel. Toutes les relations ne sont pas à garder. Mhm. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. À un moment donné, alors ça vaut la peine d'essayer et de réessayer Mhm. et d'être donc d'abord en auto-empathie, donc avec soi-même, pour nous être en paix, essayer de renouer le dialogue. Et si au bout d'un certain moment, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de réciprocité, on peut aussi couper la relation. Mhm. Mhm. Moi, si je peux mettre en perspective cette partie-là, c'est on est 8 milliards sur Terre. 8 milliards, plus de 8 milliards.
Si on est compatible avec 0,00000000001% de la population, on est compatible finalement avec peut-être déjà 800 personnes. C'est beaucoup. Si on rajoute un zéro, c'est 80 personnes. C'est déjà énorme. Avoir 80 personnes dans son environnement, c'est énorme. Donc ça veut dire que quand on a une relation qui est vraiment problématique, qui est vraiment difficile, même si c'est une relation dans la famille, même si c'est une relation qu'on est censé voir régulièrement, etc., il y a quand même un sacré paquet de gens sur Terre pour qu'on crée des relations avec quelqu'un, si on a besoin de relations, qui seront probablement fortement plus compatibles que celles avec laquelle on a énormément de tensions. Donc si on prend la perspective de beaucoup reculer et d'arrêter de regarder cette relation par le biais d'une toute petite lorgnette, mais qu'on regarde la big picture, bah finalement certaines relations, quand on les sort de sa vie, on fait de la place pour faire rentrer d'autres relations qui, elles, vont peut-être beaucoup plus nous nourrir et beaucoup plus nous épanouir. Donc oui, je pense 100% comme toi, Muriel, que oui, il y a certaines relations, on n'est pas obligé de les garder dans sa vie. Je fais de la thérapie de couple aussi. Je fais pas ça pour que les gens ils soient en mode où ils se recollent les morceaux. Hein. Des fois, c'est juste une histoire de savoir comment fonctionner quand il y a un enfant ou comment on va se séparer sainement, etc. Parce que c'est nécessaire. Avoir des relations à tout prix avec les gens, je pense que c'est une erreur assez courante. Je confirme. En tout cas, alors, juste la petite notion, hein, là tu parlais de séparation dans les couples et en particulier quand il y a des enfants. Alors moi c'est mon cas, je suis séparée du papa de mes enfants. Nous restons un couple parental et on a une belle relation. Après, parce que et l'un et l'autre, on avait cette intention-là. C'est pas toujours le cas. Donc j'accompagne des couples aussi, alors soit pour se rabibocher, soit pour se séparer joliment, j'ai envie de dire. Mais comme tu le dis, l'intention, faut qu'elle soit de toutes parts en fait. Tout à fait. Et encore une fois, je peux jouer ma partie, je peux jouer ce que je pense, je peux travailler sur ce que je dis, je peux travailler sur ce que je fais. Je ne peux pas, j'ai pas les manettes pour l'autre en fait. 100%. 100%. Moi, j'aimerais poser une question pour revenir à cette histoire de tout à l'heure. C'était ma question de tout à l'heure, du coup, je ne l'ai pas lâchée, c'est cool. Cette notion de c'est toujours la faute de l'autre. Dans certaines situations, il arrive que le parent se sente dans la situation de la victime par rapport à son enfant. C'est-à-dire que l'enfant se dise, mais le parent se dise que c'est l'enfant qui me rend fou comme ça, c'est l'enfant qui me veut du mal, c'est l'enfant qui, etc. Comment tu réagis face à ce genre de situation? Qu'est-ce que tu peux donner comme accompagnement? Est-ce que tu peux apporter quelques éclaircissements? Parce que je suis persuadée que c'est une situation qui se produit encore énormément beaucoup et qu'il y a encore une énorme conscience selon laquelle il y aurait une intention de l'enfant de faire du mal. Waouh, il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, je te laisse partir un peu dans tous les sens, mais... Et en même temps, voilà, c'est un sujet qui me passionne. Alors, très souvent, effectivement, j'entends des parents, ah, il m'a encore fait ça, par exemple. Voilà. Ah, vous savez pas le meilleur, ce qu'il m'a fait encore. Ou mon enfant n'écoute pas, mon enfant me rend dingue. Enfin voilà, c'est effectivement, on met la responsabilité. Alors, oui, les comportements de l'enfant ont un rôle, entre guillemets, dans ce qui se passe chez nous, bien entendu. Mais, grand mais, j'ai une énorme part de responsabilité aussi dans la relation. Alors, comme tu l'as dit aussi, il suffit de voir avec un tout petit bébé qui pleure. Je le prends, il arrête de pleurer. Combien d'adultes autour de nous vont nous dire non mais arrête, t'as vu comment il te fait un caprice et puis en plus tu vas le rendre, ça va être un enfant roi et après il va faire tout ce qu'il veut de toi. Donc c'est un peu ancré, je pense que c'est assez propre quand même au peuple français pour avoir lu sur d'autres manières de faire dans d'autres pays. Le côté que, mais c'est même freudien, hein, que l'enfant est né pour nous pourrir la vie et c'est un tyran de base. Alors, moi, j'ai pas Je vais juste faire une minuscule parenthèse. Moi, je fais partie de cette école qui a pris beaucoup des éléments de Freud et qui les a jetés à la poubelle. Parce que moi, prendre l'avis de quelqu'un qui est un cocaïnomane perpétuel pour dire que les femmes sont des hystériques, déjà, on peut prendre une grande partie des choses de ce qu'il a dit comme avec une grosse pincée de sel, très très grosse pincée de sel, vraiment. Voilà. Je te laisse continuer. Excuse-moi. Merci. Non, c'était utile.
Donc moi, je pars d'un autre principe, que l'enfant, quand il arrive sur Terre, en tout cas, il est plutôt sage, justement. Et c'est tous les rapports qu'il va avoir avec les humains et les conditionnements et les croyances voilà, qui vont s'ancrer en lui, qui vont faire qu'on va devenir des ados, adultes, pas forcément super géniaux, et que peut-être, à un moment donné, on va se dire, ah, j'ai perdu ma route, et on va refaire ce chemin inverse pour mourir finalement sage à nouveau. Ça, c'est comme ça que moi je vois la vie, et c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, cette vérité-là, moi, ma croyance, elle me fait du bien et elle m'encourage chaque jour. Donc il y a déjà ça. Par rapport à un enfant un petit peu plus grand, où j'entends parfois, oui, donc les adultes qui vont dire, ouais, il me manipule et tout ça. Rappelez-vous, un enfant qui a 2 ans et qui est caché derrière ses mains et qui est convaincu qu'on ne le voit pas. Tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Bon, a priori, son cerveau, il n'est pas capable de nous manipuler en conscience. Et il y a aussi toutes ces, dans la petite enfance, tous ces mots, toutes ces phrases que vont dire nos enfants qui sont parfois juste du mimétisme de ce qu'ils entendent de l'extérieur, parce que aujourd'hui, encore plus qu'à notre époque, enfin moi j'ai 47 ans bientôt, ils ont accès à plein de choses et très très jeunes, que ce soit les écrans et tout ce qui se passe autour, et puis même dans la cour de récréation ou avec des grands frères, des grandes sœurs, et parfois ils disent des choses sans avoir même conscience de ce qu'il y aurait derrière si un adulte disait ça à un autre adulte. Et nous, parents ou adultes, on entend ça comme si c'était un adulte qui nous parlait, et là, il me manque de respect, il me ment, il est insolent. Enfin voilà, on va mettre du coup des étiquettes là-dessus. Et en fait, malgré nous, on est encore en train d'empirer la situation. Donc je vais essayer de revenir à ta question. Je pense que tu dis un truc vachement important là, qui est celui la plupart des enfants ne créent rien en termes relationnels. Ils apprennent. Ils apprennent de ce qui les entoure, que ce soit leur famille, que ce soit leur fratrie, que ce soit leurs parents, mais aussi que ce soit leurs camarades d'école, que ce soit ce qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux, que ce soit leurs professeurs. Toutes ces choses, en fait, viennent, tout ce qui est dans leur entourage, en fait, ils assimilent, ils le mangent, ils le créent pas. Et puis la deuxième chose qui est, je fais une mini parenthèse, hein, je complète ce que tu dis, mais qui est manipuler, ça vient du mot main, ça vient de prendre avec ses mains. Quand on utilise ses couverts pour découper sa bouffe, on manipule des couverts. Est-ce que c'est vraiment mal la manipulation? Pas forcément. Et est-ce qu'un enfant, quand il fait de la manipulation, il le fait consciemment ou pas? Bah souvent non. Et quand bien même encore il le ferait consciemment, la plupart du temps, c'est parce qu'il se rend compte qu'en fait, il est obligé de manipuler pour sa propre survie. Parce que c'est un rapport de survie, en fait. C'est pas une histoire de il manipule pour faire du mal. Il a pas que ça à cœur, à part quelques rares enfants qui sont dans le scope sociopathique et qui sont dans le domaine psychopathique où il y a parfois un certain plaisir à faire du mal. C'est un peu la période qu'on appelle anale aussi dans le développement psychologique. Et cette période, on apprend le contrôle, on arrache les pattes des animaux, etc. Parce qu'on découvre des trucs. Mais c'est une découverte, en fait. C'est pas consciemment l'envie de faire du mal et dont on se nourrit. Donc la plupart des enfants, ils n'ont pas ce côté manipulation. Donc voilà, je complétais ton propos. Excuse-moi, je t'ai Ah interrompu. non, bah, c'est complémentaire, j'adore. euh, Maud, qu'en penses-tu? Justement, je voulais pas t'interrompre, mais en effet, effectivement, je veux pas vous interrompre toutes les deux parce que c'est super intéressant ce que vous dites. Et c'est vrai qu'en fait, moi, en vous écoutant, ce qui sort, c'est surtout que ces parents-là, c'est comme si, en fait, enfin, je pense que les enfants en général font un miroir aux parents. De ce que j'entends, c'est ces parents qui pensent que les enfants leur font du mal, enfin, sont là pour leur faire, ont l'intention de leur faire du mal. Je pense qu'il y a un réel problème chez ces parents-là et que du coup, ils ont un travail psychologique à faire. J'imagine que voilà, ces gens que tu as rencontrés, Martine, en patientèle, en clientèle, je pense que voilà, elles avaient sûrement un travail à faire sur elles, parce que c'est quand même assez intense comme discours. Et alors d'un point de vue astrologique, je prends la casquette astrologue et même numérologue quand je fais la numérologie aussi pendant 5 ans. En fait, on part du principe en astronumérologie que du coup, on a des formes de contrat d'âme entre parents et enfants. Et en général dans nos relations, et que du coup, les relations vont nous faire travailler. Et c'est très intéressant du coup de travailler entre deux thèmes d'amoureux. On parlait de couple tout à l'heure. Comment dire? Alors bien sûr, l'important c'est ce que vous vivez avec vos partenaires et avec vos proches et etc. C'est pas ce que vous aura dit l'astrologue, mais en tout cas c'est très intéressant. Enfin, ne vous fiez pas à un déterminisme pour parler de compatibilité, etc. Mais en tout cas, ça donne des clés
ce type de lecture pour comprendre en fait ce que les parents sont venus faire travailler aux enfants et inversement. Je me souviens justement d'un sujet où ouais, il y avait où j'avais fait le thème comparé entre une mère et sa petite fille. La petite fille était assez autoritaire et en fait ça ressortait dans son thème, mais la mère avait besoin de travailler justement son affirmation. Et de la même façon, en astrologie, vous pouvez voir par exemple des enfants qui ont des maisons 4, par exemple, qui est la maison de la famille, qui est empreinte de liberté, qui sont en verso, avec des placements en verso. Et c'est des enfants qui souvent vont être les enfants les plus libres. Voilà. Comme à Martine, qui vont être les enfants les plus libres de la fratrie, ceux qui sont là pour casser les codes, c'est aussi le transgénérationnel de la maison 4. Donc, qui sont là, vraiment là pour casser les codes de la famille. Et c'est souvent un peu les moutons noirs de la famille, les enfants qui vont le plus trigger, déranger les parents, et parce qu'en fait, voilà, ils sont venus les challenger. Donc il y a un peu ce contrat d'âme aussi qui est là, et quand les parents le font en conscience, ça peut être merveilleux parce qu'ils vont justement travailler sur eux et sur le lien qu'il y a avec l'enfant et ce que l'enfant est venu travailler, faire travailler, pardon, et aussi travailler bien sûr. Mais les parents qui font passer en conscience, bah, c'est désastreux parce que du coup, on va rejeter complètement cet enfant qu'à la base, selon mes croyances, on a manifesté parce qu'une partie de nous tu es d'accord, Martine, et je sais pas si tu es d'accord, Muriel, mais en shadow work, en fait, cette partie de nous avait envie d'évoluer et a manifesté cet enfant qui nous fait évoluer sur le plan familial et parental. Alors, c'est rigolo parce que je dis souvent, avant que tu me donnes cette explication astrologique, je m'y intéresse aussi depuis un petit peu, pas très longtemps. Et en tout cas, j'avais toujours dit, déjà, moi, je remercie les enfants que j'ai eus de m'avoir permis de être des petits forts en émotion pour qu'on vive voilà, tout ça et que dès très jeune, je me remette en question parce que quand je vois, tu vois, 15 ans plus tard, le chemin parcouru, la belle relation qu'on a aujourd'hui et comment je suis justement en paix, mais plus dans mon rôle de maman en particulier. Et je dis souvent, voilà, c'est pas par hasard qu'on a nos enfants. Alors c'est vrai que quand on a un enfant avec des difficultés, avec un handicap ou avec toute autre chose qui n'est pas a priori tranquille, ça peut être dur à entendre. Et je voulais, par rapport à tout ce qu'on a dit, quand même dire aux parents, parce que voilà, je suis passée par là et en fait, on fait de notre mieux avec ce qu'on a à un moment donné. Aucune culpabilité et surtout pas de jeter la pierre aux parents qui est débordé, qui n'y arrive pas et qui dit aujourd'hui, ouais, mais mon fils, il me sort par les trous de nez, il me fait ci, il me fait ça. Parce qu'aujourd'hui, le parent, il n'a pas la disponibilité à faire justement ce pas de côté. Et je reçois parfois des parents avec leur enfant parce que l'enfant va pas très très bien. Alors oui, je peux travailler avec l'enfant. Il y a souvent un petit travail à faire, mais très souvent, j'aimerais aussi pouvoir continuer un travail avec le parent. Et les parents ne répondent pas toujours par la positive parce qu'ils pensent, pas pour le moment en tout cas, que eux aussi, ils ont ce travail à faire. Et en plus, donc soit en travail individuel justement sur ses croyances, sur ses moteurs de vie, sur sa confiance, sur ses peurs, tu l'as bien dit tout à l'heure aussi, hein, il y a quand même beaucoup d'humains qui agissent et leur moteur c'est la peur derrière, consciente ou inconsciente. Et aussi, et c'est en ça que les ateliers Faber-Maslich sont vraiment formidables, c'est que là, on travaille sur la posture du parent, comment accueillir une émotion difficile, comment susciter la coopération avec des moyens qui font que on ne va pas menacer l'enfant, parce que si je menace l'enfant, si je lui donne des ordres, si je le blâme, qu'est-ce que je lui apprends en fait? À menacer, à donner des ordres et à blâmer. Tout à fait, Et, à mettre des ultimatums, ouais, on est d'accord, à être en mode où en fait, tiens, parce que je fonctionne comme ça avec toi, alors tu vas fonctionner comme ça avec les autres. C'est vraiment de la et, reproduction pure et et dure. Ouais. inconsciemment, parce que aucun parent ne voudrait que son enfant devienne autoritaire dans les ordres avec ses frères, avec ses sœurs, ou en retour avec ses propres parents. Mm. Et c'est là que, en fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer cette approche assez tôt finalement, et d'avoir des enfants qui me donnaient les moyens d'aller chercher comment faire autrement. Et parce que en moi changeant de posture, j'ai offert à mes enfants de l'empathie, de l'écoute, un moyen de coopérer qui est hyper tranquille, c'est la liberté dans le cadre. Alors,
Chez moi, le cadre, il est bien là. Il a grandi avec les années, forcément. Aujourd'hui, c'est des ados, voire des grands ados. Le cadre, il est ultra large. Mais comme ils ont appris eux-mêmes se mettre leur propre cadre, finalement, et par contre, ils ont énormément de liberté dans ce cadre. Euh, Moi, je peux demander de l'aide à mon fils, il a le droit de me dire non. Et en fait, parce qu'il a le droit de me dire non, ben, je vous le donne en mille, il me dit très, très, très souvent oui. Mmh. Et parfois même, alors, il me propose son aide, mais ou alors il fait des choses de manière. Enfin voilà, l'idée vient de lui et parfois j'arrive, le dîner est prêt, tu vois. Enfin, Oui, il donc, va prendre lui-même sa responsabilité au sein de la relation, en fait, en se disant, bah oui, en fait, c'est une relation c'est pas parce qu'il y a beaucoup de relations où les enfants sont en mode, ils sont dépendants des parents, et puis ils sont tellement dépendants des parents qu'ils sont complètement déresponsabilisés. Mais aussi parce que le parent, justement, a créé une structure où ils prennent toute la responsabilité. Ils ne donnent pas de responsabilité ni de liberté à l'enfant. Donc c'est un dosage, effectivement, comme tu le dis, mais effectivement, à partir du moment où on donne de la liberté à l'enfant, celui-ci peut prendre la liberté de se dire, bah, en fait, je peux aider mes parents. Je peux moi-même aussi participer à la vie sociale enfin, de la maison, quoi, et donner un petit peu ma part à la vie de la maison, quoi. et de la même manière, quand il nous demande de l'aide, eh ben, il comprendra plus facilement que parfois on ne soit pas disponible. Mmh. Mm. En fait, on est sur, comme tu le disais tout à l'heure, c'est du gagnant-gagnant, c'est une Ouais. relation C'est comme ça horizontale. que tu Alors, crées en fait de l'empathie, en leur donnant de la liberté, tu peux créer de l'empathie envers le parent. Vachement intéressant. ouais. Et puis, enfin, là, j'étais avec deux parents encore avant-hier soir. On travaillait sur compliments et estime de soi. Donc, c'est déjà la quatrième séance. On a déjà parlé donc, de l'accueil des émotions, l'autonomie, remplacer la punition, la résolution de problèmes et puis donc susciter la coopération et non pas l'obéissance. Mhm. Et donc, on arrive sur compliment, estime de soi. On voit que tout ce qu'on a fait avant entretient l'estime de soi. Un enfant qui a le choix dans certaines actions, un choix limité, certes. Un enfant à qui on entend chaque proposition comme éventuellement possible. Certes, à la fin, on choisit celle qui nous convienne à tous les deux, mais on le Mhm. laisse cette force de proposition aussi. Un Ouais. enfant qui, quand il vit une émotion désagréable, je lui dis ok, tu as le droit de te sentir comme ça. Bien sûr, oui. Après, je vais limiter les actions. Mais tant que l'émotion n'est pas accueillie, c'est trop tôt pour dire oui, je comprends, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, c'est un peu contre-productif. Enfin, c'est sur le papier, ça fonctionne, mais dans la réalité, ça fonctionne pas parce que mon je comprends, il n'est pas réellement entendu et peut-être parfois même réellement sincère. Mhm. Et Mhm. réussir, pour moi, il y a eu un vrai. Ça aussi, c'est un truc qui se transmet, la sincérité. Plus on est sincère avec l'enfant, enfin plus on est sincère avec les gens au sens large, plus on donne la possibilité à l'enfant d'être sincère lui-même, de pouvoir dire bah en fait non je comprends pas, ou bien justement d'être en mode je veux pas comprendre, parce que c'est aussi des fois une volonté intrinsèque de pas comprendre. Hein. Des fois on dit je comprends, allez vas-y c'est pour me débarrasser de ça, je veux pas entendre parler, vas-y change de sujet. Donc il y a un peu ce côté de si on donne ce genre d'exemple à l'enfant, ben on lui donne la capacité d'utiliser ces mêmes armes, étant en dire oui oui je comprends, t'as des problèmes maman, je comprends, ouais allez va-t'en. Mais en fait, tu l'as tellement résumé et je pense qu'on pourrait le résumer par ça. Et donc, le travail, il est vraiment sur soi. C'est incarner ce que je prône. Ouais. Je veux que les gens soient bienveillants, je veux que les gens soient honnêtes, je veux que les gens soient sincères. Bah, je vais travailler, moi, sur mon honnêteté à moi-même, ma sincérité et incarner ce que je prône. Ouais. C'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant. Maud, on fait juste un tout petit rebondissement un peu sur le profil, s'il te plaît, de Muriel, parce qu'il me semble que tu as fait une toute petite analyse. Oui, oui, avec plaisir, avec plaisir. Mais je veux juste rebondir sur ce que vous dites très très vite, en fait, pour dire que je comprends ce que tu dis et justement, ça me parle beaucoup parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir justement eu du mal, ou même soi-même, avoir été dans cette posture de, en fait, on est dans une forme de recherche de résolution de conflits, etc. Mais au final, on sent qu'il n'y a pas de vérité derrière, que c'est du blabla et qu'on est dans ce que Martine appelle le potox, la positivité toxique où en fait on est dans oui oui tout va bien, on est dans la paix, mais en fait il n'y a pas de vraie paix derrière et ça crée encore plus de colère. Donc oui tout à fait, très intéressant. Et du coup, est-ce que tu as trouvé des clés un petit peu pouvaient éclairer Muriel sur son profil astrologique, s'il te plaît? Alors
En fait, Muriel, tu m'as dit que tu avais déjà fait ton profil avec une astrologue, donc du coup, tu dois déjà bien te connaître. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as déjà pas mal de placements en cancer. Donc le cancer, c'est quand même, voilà, tu le sais déjà, tu as déjà ton soleil, puisque tu es effectivement signe solaire du cancer. Tu as également Jupiter, la planète loupe, celle qui fait effectivement, qui met beaucoup d'énergie, qui fait un peu un focus sur là où elle se place. Donc toi, donc c'est le cancer et la maison 11. Tu as également du coup Mercure. Et donc, du coup, je pense que pour toi, tout ce qui est notion justement de protection, je parlais d'émotion tout à l'heure, de prendre soin des autres, ça a dû être quelque chose qui a dû être vraiment fort, le côté infirmière du zodiaque. Mais en même temps, tu as aussi ta lune noire en cancer, donc ça veut dire aussi que tout ce qui va être lié aux relations, ça a dû être compliqué, je pense, au début. Je pense effectivement, quand tout ce qui est maison 11 aussi, on peut avoir cette question par rapport aux amitiés. Peut-être qu'il y a eu des choses aussi qui ont été compliquées. Construire des amitiés, ça peut être aussi, je pense, au début compliqué. Mais tu as également, comment dire, ce Jupiter qui était là pour te dire, OK, c'est ton truc. Jupiter, c'est vraiment là où tu as la plus d'opportunités, le plus de chance. C'est là où on t'amène en fait des clés de réussite. Et toi, en cancer maison 11, la maison 11, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison des engagements dans la vie sociale. C'est tout ce qui va être prendre ta place dans le monde, créer de la communauté, créer du lien, faire avancer les choses. Et ceci, les amitiés profondes. Donc à la fois, toi, il y a eu beaucoup, c'était ton lieu des plus grandes peurs. Et en même temps, c'était là où tu avais le plus d'opportunités. Donc, je pense qu'il y a eu un gros travail intérieur que tu as dû faire et que du coup, tu transmets aujourd'hui à tes clients. Et en plus, tout ça avec, comment dire, un Chiron en maison neuve. Donc, la question de, bon, Chiron, pour ceux qui nous connaissent maintenant, Martine et moi, voilà, avec Hippie Matin, Chiron, c'est vraiment ma planète préf du Shadow. C'est ça, donc Chiron, effectivement, le lieu de nos plus grandes blessures, après les plus grandes peurs. Et donc, effectivement, toi, c'est en maison 9 en taureau, donc ça parle déjà du fait de se réapproprier l'estime de soi, de se réapproprier, effectivement, du coup, le fait de se dire qu'on est valable, qu'on est aimable, qu'on a, effectivement, qu'on a toutes les clés pour pouvoir, effectivement, comment dire, incarner ce qu'on aime. Et au début, avec un Chiron en taureau, on peut avoir beaucoup de mal, justement, à s'aimer soi-même, à s'estimer, à se donner de la valeur. Donc ouais, je sais que Martine a le même placement, tout à fait. Et donc du coup, ça va être aussi, du coup, on a un travail à faire d'éloignement par rapport aux valeurs familiales, se réapproprier aussi le rapport au corps. Donc j'ai écouté justement tes émissions de radio. On mettra le lien très très bien. Une sur justement le lâcher prise par le corps. Mhm. Toi en plus, ta maison 7, elle est en comment dire, ta maison des relations, les relations durables, elle est en poisson. Donc le lâcher prise aussi, c'est quelque chose que tu as dû sûrement apprendre avec notamment les autres puisque tu as ton ascendant en vierge. Donc au début, j'imagine que ça devait être beaucoup de questions d'estime de soi qui devaient être compliquées. Toute la question aussi de lâcher le contrôle, parce que quand on a effectivement, comment dire, un ascendant vierge, on peut être beaucoup dans le contrôle. Donc les autres vont nous apprendre le lâcher prise. Et donc pour revenir à Chiron, toi, il est en maison 9. Donc il y a eu cette notion de un moment. J'imagine que tu as eu cette question de OK, en fait, c'est pas un moment, c'est qu'en fait, la Chiron en maison 9, c'est OK, en fait, je sens que j'ai une grande spiritualité, je sens que j'ai beaucoup de choses à offrir au niveau spirituel, mais mon environnement d'origine ne m'autorise pas ou ne me laisse pas l'exprimer. Et du coup, je me sens soit intériorisée alors que c'est pas juste, soit du coup, j'ai une forme de déconnexion avec Dieu, je sais pas ce qui parlera le plus, qui fait que je dois partir à la conquête de ma propre spiritualité, de ma propre religion, et ça se fait par rapport à mon propre travail intérieur, mes voyages, mes quêtes, mes rencontres. Donc c'est tout un travail en fait de reconnexion avec Dieu, avec sa propre spiritualité et de reconnexion à sa propre religion. Et on a, comme tu le disais, tu adhères à ça, on a choisi notre incarnation. Donc souvent la famille d'origine nous fait travailler ça à contre-courant. Chiron, on travaille à contre-courant. Hein. Donc c'est un peu voilà des familles qui font qu'on n'a pas les clés et on doit les chercher seul. Mais c'est comme ça qu'on devient un super thérapeute Oui, parce que on a exactement. cherché nos solutions. C'est génial. Est-ce que Waouh! tu te connais d'autant, Muriel? Ah là là! Parce que donc, quand je disais que je m'en suis intéressée un petit peu, j'ai participé à une journée où donc j'ai fait le dessin, enfin j'avais le dessin et j'ai eu l'explication sur chaque chose, mais on m'a pas donné ce compte rendu là. J'ai juste vu, voilà. Et là, l'analyse, je t'avoue que je suis assez bluffée. Ah, mais super astrologue, Maud. Et en Astro même temps, Beach, en tout cas, dans la journée que j'avais fait, enfin l'après-midi, j'avais un peu capté cette idée que, oui, de manière autonome et autodidacte, j'avais fait le chemin qui correspondait à ce qui était marqué sur le papier. Et là, Bravo. toi, tu es en train de me redire ma vie, en fait.
énorme. En tout cas, Merci c'est super. Astrovitch. Merci. Ouais, merci beaucoup, Maud. Merci Astrobitch, vraiment pour cette superbe analyse. On va terminer sur deux choses. La première, c'est quoi ton actualité, Muriel? Eh bien, mon actualité, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de contribuer à diffuser le cours de compassion. Le cours de compassion qui est accessible de toute la francophonie, donc mondialement, parce que quelque chose qui se passe en ligne, c'est Mhm, un apprentissage de la compassion, donc de la communication non mhm. violente, de tout ce qui travaille autour des émotions, des besoins, Ok. euh, sur un an, avec un mail chaque semaine et des rencontres, dont une que j'anime, entre autres. Donc, ceux qui ont envie de me revoir, c'est l'occasion. Et le lancement, là, en même temps que 23 autres langues, c'est le 18 juin. Donc, c'est tout à fait le moment. Donc, sur www.coursdecompassion.fr, vous aurez Tu toutes les remettras infos. le lien en commentaire pour nos auditeurs, comme ça ils auront les infos et ils pourront y aller directement faire un tour. On aura tout noté, c'est génial. Merci beaucoup. Pour un petit peu terminer cette émission, on a un petit rituel qui consiste à demander à chacun de nos invités de nous donner une question pour le prochain invité. Tu nous donneras la question bien évidemment hors antenne pour faire la surprise au prochain invité, qui va être un prochain invité très intéressant aussi. De toute manière, on n'invite que des gens très intéressants. Et du coup, la question que nous a posée notre précédente invitée, je le rappelle, c'était Maud Ponce sur notre émission sur l'authenticité, où elle nous a demandé de te poser la question de quelle est, d'après toi, ta plus grande qualité? Hmm. Hmm. Voilà. C'est trop facile comme question. J'en ai 150 000 des qualités, mais quelle est la meilleure? Non, non, je déconne. Euh, je pourrais dire savoir me remettre en question. Savoir se remettre en question, c'est beau. Voilà. C'est vachement Et beau. la responsabilité, en fait. Magnifique, magnifique. Eh bien, on termine sur cette réponse, cette émission. On te remercie énormément de ces partages et de ce moment ensemble. Merci Maude pour tes éclaircissements astrologiques qui sont toujours hyper pertinents. Et je voulais rajouter un mot de la fin. Merci à vous deux, c'était super intéressant. Merci pour votre vision des relations et je trouve ça vraiment, je pense que c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école parce que c'est très beau. Tout ce que vous avez expliqué toutes les deux sur comment avoir de meilleures relations, que ce soit dans la famille, dans le lien parent-enfant et puis effectivement ensuite avec les autres. Merci à Merci. vous. Merci. On Bonne vous journée. souhaite une bonne journée. Merci, bye.